La RSE, une déclinaison de la raison d'être des entreprises ou un gadget? Et oui, un gadget ou une déclinaison de la raison d'être. Ils sont 4 pour en débattre. Dominique Enrac, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Amélie Dumont, directrice B2B de Phoenix. Emmanuel Gagnès, PDG de Samod. Philippe Loiselet, directeur général de l'agence immobilière du réseau Loiselet. Et également Madame Elisabeth Lamure, ancienne sénatrice, qui va nous parler de son rapport avec des propositions pour les PME. Alors, Emmanuel Gagnès, votre société conçoit, fabrique des solutions d'éclairage technique pour l'industrie et l'architecture design. Alors, vous me disiez en préparant cette table ronde que vous faisiez de la RSE avant de savoir parler, parce que vous êtes déjà l'arrière-petit-fils, il faut déjà le dire, du fondateur, et que dans votre famille, on s'est toujours soucié de savoir comment produire du durable. C'est ça l'idée ? C'est ça, en fait, c'est pas que dans notre famille, c'est que dans l'entreprise, comme disait Sophie en introduction, on est comme Monsieur Jourdain, on fait de l'éco-conception depuis, sans le savoir depuis qu'on est né. Aujourd'hui, c'est évidemment un axe très important et très, très structuré, mais pour nous, c'est un des éléments fondateurs et identitaires de notre business model. Et c'est vrai que la gestion du personnel, le recrutement, c'est un domaine qui permet de savoir si on est un bon élève en matière de RSE ou pas. Vous parlez beaucoup du capital humain quand on vous écoute. Oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est compliqué de concevoir de bons produits qui soient durables sans avoir le capital humain qui est capable justement de faire cette conception. Donc il n'y a pas de dissociation, ce sont les deux faces de la même médaille. Et de la même façon qu'on doit prendre soin de tout son écosystème, et évidemment de ses salariés, des savoir-faire, des territoires dans lesquels on opère, il faut qu'on soit capable d'anticiper l'ensemble des externalités que votre produit et la façon de le faire auront sur les décennies qui viennent. Alors quand j'ai parlé avec vous, vous me disiez, si on veut faire de la RSE de manière un petit peu plus globale, il faut arrêter d'abandonner l'industrie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, il y a un mal français? Dis donc, je ne suis pas sûr que les choix qu'on ait fait collectivement depuis 40 ans étaient les plus judicieux. Enfin, je pense même très exactement l'inverse. Et donc aujourd'hui, ça va être compliqué de revenir. L'industrie pèse peut-être 10% du PIB. C'est compliqué de produire, de développer, de concevoir des produits sans industrie, par définition. Et je ne sais pas si le fait d'être dépendant d'autres géographies est économiquement fait performant. Je pense que c'est socialement pas très performant, et je pense que c'est écologiquement pas très performant. Si des produits pouvaient ne pas faire 4 fois le tour de la planète avant d'atterrir chez vous, je pense que tout le monde s'en porterait aussi bien. Donc comment vous le déclinez dans votre société? Vous avez décidé tout est fabriqué, produit en France? Alors, on a effectivement des choix qui sont liés au mode de production, au lieu de production et aux modalités de la production. Donc, on fabrique évidemment, nous, tous nos produits en France dans l'usine historique des Vosges. On a investi dans un centre de R&D en Sologne. On dispose d'équipes qui sont réparties sur le territoire, et on est très attentif, au-delà du fait qu'on transforme tout ça en Europe, également à notre chaîne de valeur et où est-ce qu'on achète nos composants et nos produits. Et là, l'essentiel de plus de 90% de nos achats sont effectués intra-Union européenne, l'essentiel étant France, Allemagne, Belgique, Espagne. Alors, on a eu des gouvernements, quand ils parlaient de ça, ils utilisaient un terme, le patriotisme économique. Vous dites, non, c'est pas ça du tout. Alors, vous pouvez préciser votre pensée? Qu'est-ce que ça veut dire, un ancrage régional, donner de la priorité à la France, et c'est la responsabilité du patron de choisir justement ses lieux de fabrication? Disons que je ne sais pas s'il faut aborder la chose sous l'angle, entre guillemets, même du nationalisme. On a le droit d'avoir des sentiments patriotiques, mais je ne sais pas si c'est la bonne recette. Je ne pense pas. La réalité, c'est que les chaînes de production s'internationalisent. Et c'est très bien. La question, c'est l'échelle dans laquelle, en fait, on peut opérer. Moi, je pense que l'échelle européenne, en fait, est la bonne. Et on peut tout à fait trouver, à l'échelle du continent, des quantités et de savoir-faire, et de producteurs, et de matières qui permettent de justement produire les biens et les services, en fait, dont nous avons besoin. Voilà ce que je pense. Ensuite, c'est plutôt sous l'angle de qu'est-ce que je fais de bien, comment je contribue au bien-être de la collectivité, qui me semble préférable à une vision un peu défensive ou nationaliste en fait, de la question, qui me semble un peu moins féconde. Et effectivement, on va parler un petit peu plus, de rentrer dans le vif du sujet de vos produits, parce que la RSE, ça se décline différemment selon qu'on est dans l'agroalimentaire, l'assurance ou l'éclairage, si je veux le dire, les produits électriques. C'est vrai qu'on a des équipements, globalement, parfois ils sont programmés pour s'arrêter, ces problématiques d'obsolescence. Vous dites pas
pas du tout. Moi, je travaille. Est-ce qu'il y a une durabilité des produits? Et ça, c'est au cœur de votre politique RSE. Vous pouvez tout expliquer? Oui. Alors, j'ai toujours été un petit peu sceptique sur le fait que les industriels vont avoir la capacité de programmer la panne. Je pense que la grande majorité, en fait, ils ne s'en préoccupent surtout pas. Je pense que c'est pour ça que c'est pas cher. Nous, on a fait l'inverse. Au lieu de se dire, on s'est préoccupé tellement de la qualité des composants, des produits, des matériaux, de leur mode de conception, que notre but, c'est que le produit le plus écologique, c'est celui que vous ne remplacez pas. Le produit le plus écologique, c'est celui qui va durer le plus longtemps en fonction de l'usage auquel il est soumis. Le produit le plus écologique, c'est celui que vous pourrez réparer. Vous pourrez upgrader. Et c'est là le lien avec ce qu'on disait précédemment sur l'importance du lieu de fabrication et de qui le fabrique. Nous, nos clients d'il y a 30 ou 40 ans, pour ne pas citer, par exemple, des gens comme EDF, des gens comme Arcelor, les grands clients industriels, aujourd'hui, on leur propose en fait des kits d'upgrade ou de passage à la LED, ce qui fait que le produit, vous avez des économies, économiquement, c'est considérablement performant, et écologiquement, c'est évidemment, et socialement, c'est évidemment performant. Alors, des éclairages, eh bien, pour les mettre, on les met dans des immeubles. Juste à côté de vous, eh bien, votre voisin, c'est Philippe Loiselet, directeur général de Loiselet et de Gréement, gestionnaire d'un parc immobilier de 1500 immeubles. Philippe Loiselet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous employez 300 personnes, 20 implantations, et vous dites que votre plus grande satisfaction en matière de RSE, c'est votre faible turnover. Mais pourquoi ? Un faible turnover, c'est signe quand même que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Il est à combien alors ? Il est inférieur à 7%. Enfin, l'année dernière, il était inférieur à 7%. Quand dans notre profession, il tourne autour de 20%. Alors, ils sont heureux, vos salariés, c'est ça que je dois comprendre ? En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Vous les payez bien, c'est ça ? On les paye bien. C'est aussi simple que ça ? Peut-être pas les meilleurs salaires du marché. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui vont approuver. Mais en même temps, je crois que ce qui est important, c'est qu'on considère les collaborateurs. Les écouter, savoir ce qu'ils pensent, savoir ce dont ils ont envie, savoir ce qu'ils craignent, etc., enfin ce dont ils ont besoin, c'est quelque chose d'important. Oui, puis il s'est passé quelque chose, hein, le Covid, on ne va pas faire comme si ça n'avait pas existé. Ils sont tous partis, en général les salariés, il y a eu le télétravail. Ils sont revenus chez vous alors justement ? Oui, ils sont revenus, oui. Globalement, ils sont revenus. On est même un peu obligé, dans certains cas, de les mettre à la porte, enfin, pour un petit moment, parce qu'ils voudraient tous être au bureau. Puis j'ai remarqué un truc, c'est que les clients, ils souhaitent aussi que nos collaborateurs soient au bureau. Ils ne comprennent pas que le Covid ait pu faire que les installations de plomberie ne fuient plus ou que les ascenseurs ne tombent plus en panne. Malheureusement, tout ça, ça continue à exister. On nous demande même de tenir des assemblées générales. On a mis en place, avec l'aide des pouvoirs publics, des assemblées générales virtuelles. Et franchement, nos collaborateurs préfèrent les assemblées générales en vrai, avec des gens en face d'eux. Une association de consommateurs nous a accusé la profession d'avoir fait un vol démocratique parce qu'on fait des assemblées générales virtuelles. Enfin, franchement... En tout cas, vos salariés sont revenus. Vous leur avez dit merci. Hein. On dirait que c'est le fil conducteur de cette émission ce matin. Vous m'aviez dit, on a vu dans Le Point un grand encart. Merci, juste pour parler à vos salariés. On a fait 300 merci à nos 300 collaborateurs avec tous leurs prénoms inscrits. Parce qu'on a été fiers et contents qu'ils soient là et qu'ils répondent présents pour nos clients. On est là, on est tout le temps là. On est même là jour et nuit. On a mis un service en place pour que même s'il y a une fuite ou quelque chose qui se passe la nuit, eh ben, on est là. C'est pas les mêmes, hein, quand même, faut pas exagérer. Mais on est tout le temps présent. Mais cela dit, il faut comprendre que, et là, s'il y a des clients qui écoutent, il faut comprendre que même si on est là, l'économie est un tout petit peu désorganisée et peut-être que dans certains cas, la fuite, elle ne va pas être réparée dans les 10 minutes, mais dans le quart d'heure. C'est un peu compliqué. Ça a été extrêmement difficile de faire face à tout ça. Mais on a aidé nos collaborateurs, on les a soutenus, on a mis en place les moyens qui leur permettaient de vivre, de survivre et de travailler dans ces mauvaises conditions. Mais je pense qu'à l'automne, on pourra fêter tout ça, d'abord parce que c'est 70 ans de l'entreprise. Je suis le deuxième arrière-petit-fis d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'arrière-petits-fils et arrière-petits-fils. Qui se suivent, je travaille avec mon frère. On dirige l'entreprise avec mon frère et on va fêter les 70 ans de l'entreprise et puis on fêtera J'aime ma boîte avec Sophie de Menton. Voilà, beaucoup de festivités en perspective, mais je reviens sur le climat social qui fait partie de cette dimension RSE. Vous me disiez que dans votre société, vous avez créé un observatoire du bien-être. Alors, c'est vrai que vous qui parlez de syndic, de copropriété,
copropriété. On aimerait tous parler de bien-être et de bonheur quand on est convoqué à la réunion des copropriétaires. C'est pas toujours le cas quand même. Alors qu'est-ce que vous suivez, qu'est-ce que vous pilotez avec cet observatoire du bien-être? D'abord, l'observatoire du bien-être, c'est l'observatoire du bien-être dans les immeubles, et non pas, ça n'a pas de rapport là pour le coup avec l'entreprise, enfin avec les salariés, quoique. Donc on a créé il y a quelques années un observatoire effectivement du bien-être dans les immeubles qui est repris maintenant par l'association des principales entreprises de mon métier. Et cet observatoire avait pour but de montrer que, contrairement à ce qui se dit, les Français ne sont pas forcément tous adeptes de la vie dans les maisons individuelles, et que, contrairement à ce qui se dit aussi, on vit plutôt bien dans les immeubles, puisque depuis plus de 15 ans qu'on pose la question à des personnes, enfin c'est Ipsos qui pose la question, c'est pas nous, à un échantillon représentatif de la population française, il y a plus de 80% des résidents dans les immeubles qui disent qu'ils vivent bien dans les immeubles, et il y a également plus de 80% des gens qui vivent dans ces immeubles qui disent qu'ils sont satisfaits de la relation avec leur gestionnaire ou avec leur syndic de copropriété, contrairement à ce qui est communément admis, que les relations avec les syndics sont toujours très mauvaises, etc. C'est pas vraiment ce que disent les gens quand on les incite pas à dire que ça va pas de façon naturelle, et quand on pose la question de façon anodine, les gens sont plutôt satisfaits. Il y a cette démarche dans les entreprises de définir sa raison d'être. Ça fait partie du process de définition, de mise en œuvre de la RSE. Vous vous dites, j'ai pas besoin de me justifier, je suis patron, je le fais tous les jours. Alors c'est ça, c'est au naturel la RSE chez vous? Pour être tout à fait franc, il y a 4-5 ans, la RSE, j'ai découvert ce mot, cet acronyme, je ne sais pas comment je dois le dire. En fait, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Oui. Je vous rappelle le concept quand même. Oui, certainement. Je n'ai pas eu besoin de ce mot pour me préoccuper de tout ça avant, quoi. Vous êtes tombé dedans dans la marmite. Je ne sais pas. mais en tous les cas, la préoccupation des collaborateurs et la préoccupation des clients. Je crois que, je dis souvent, c'est que un salarié heureux a plus de chances de faire des clients satisfaits qu'un salarié qui n'est pas heureux. Ça dégage des bonnes ondes. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Mais globalement, si les salariés sont contents, ils vont répondre plus aimablement aux clients, ils vont être à l'écoute. Et je pense que ça marche beaucoup mieux. Très bien. La parole va circuler. Vous pourrez rebondir. Mais effectivement, on est tous à se demander qu'est-ce que c'est la RSE, comment la faire. Et il y en a un ici qui a la recette, parce qu'il fait beaucoup de recettes, c'est Dominique Enrac, le président de la Confédération nationale de la boulangerie, pâtisserie, 9h36, encore l'heure d'avaler un croissant ou un pain au chocolat. Cette confédération, c'est 35 000 entreprises artisanales. Et vous me dites que les circuits courts, et dont on parle beaucoup quand on parle de mettre en œuvre la RSE, vous faites ça également au quotidien. Vous pouvez nous en parler, Dominique Enrac ? Tout à fait. Écoutez, bonjour. Bonjour. Effectivement, on fait ça au quotidien de circuit court, mais on le fait depuis en fait très très longtemps. On s'aperçoit que la RSE, on la pratique sans le savoir, puisque aujourd'hui on en parle et effectivement c'est, je dirais, un petit peu à la mode et puis c'est très bien. Mais en fait, une boulangerie, quand on regarde bien, c'est le circuit court, c'est-à-dire que historiquement on prenait la farine qui était chez le meunier, le boulanger allait chez le meunier chercher la farine à pied ou en charrette. En fait, c'est des circuits courts, du local. Pareil pour les fruits et légumes. Enfin, pratiquement tous les produits. Nous, ça nous paraît évident, c'est du commerce de proximité. Mais il y a des pays, grande dimension, vous me disiez, vous avez un parcours très international, c'est pas évident, là, la boulangerie, elle n'est pas toujours à côté. Tout à fait. Là, par exemple, aussi, on voit, j'ai habité en Arizona, à Phoenix d'ailleurs, où on faisait 30 km pour aller dans un mall chercher du pain, etc., ou bien d'autres choses. Donc, c'était réussi aussi au niveau du client. C'est-à-dire qu'il y a 35 000 commerces qui sont répartis partout. On peut se fournir sans prendre la voiture, aller chercher des produits. Donc, en fait, cette RSE est partout. Au-delà de ça, une démarche RSE, c'est quoi? C'est réduire le sel dans les ingrédients. Il y a des baguettes RSE et des baguettes pas RSE. Moi, j'avais l'habitude de choisir entre la tradition et la baguette. Dites-moi si je dois demander la baguette RSE. Écoutez, la baguette fait partie, la RSE, c'est les 18 grammes de sel, c'est-à-dire ce qui est recommandé par l'ANSES, c'est qu'on essaie dans une profession atomisée, de dire, voilà, tous les boulangers, il faut absolument respecter cette dose parce qu'on veut la santé de nos clients.
voilà, nos consommateurs, puisqu'on veut aussi qu'ils vivent longtemps et qu'ils soient longtemps dans les commerces. Si je vais dans un supermarché Lidl, est-ce que je trouve le même pain que dans la boulangerie de vos adhérents ? Alors non, là je suis pas convaincu, puisque effectivement on sait que c'est des produits faits en France avec par des artisans et des gens qui fabriquent. Donc c'est vrai que ce sont deux produits différents. Là ce sont des produits industriels faits en machine, mis par exemple dans des congélateurs, pareil, où il y a une empreinte carbone qui est voilà le produit artisan est vraiment une marque de RSE. Alors vous savez qu'il y a un match terrible au niveau mondial qui se joue en ce moment. La baguette française, candidate de la France au patrimoine de l'UNESCO. Ça va se jouer quand ? C'est pas qu'une histoire de RSE, c'est l'UNESCO maintenant aussi. Oui, c'est tout un dossier complet aussi et qui a des dossiers, dedans qui sont sur RSE. On est donc ça a été classé au niveau national en 2018. On vient d'être choisi par la France pour l'international, et on a encore une petite année à attendre pour savoir si effectivement le monde entier décide de la graver dans le marbre. La recette, on parle. Alors Dominique Enrac, on va être honnête, quand je vais chercher mon pain, j'adore mon boulanger, je salue Ibrahim, mon boulanger préféré, je ne suis pas tout à fait sûre que si je lui parle, je lui demande son rapport RSE, je ne suis pas sûre qu'il va me trouver le rapport moral, et même qu'il sait que ça existe. Alors racontez-nous comment vous diffusez ça. Comment c'est pris en charge par votre industrie ? Écoutez, les RSE, c'est vrai que c'est un mot un petit peu nouveau pour un boulanger. Il faut qu'on remette ça. Nous, c'est le travail des organisations professionnelles de réexpliquer localement. Donc, on a fait plusieurs guides sur les économies d'énergie, sur le fait des emballages, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, voilà, on a supprimé les sacs plastiques du jour au lendemain. On a commencé à supprimer les pailles. On essaie de limiter les emballages parce que, comme disait monsieur tout à l'heure, en fait, le premier emballage le plus facile à traiter, c'est celui qu'on n'a pas créé. Donc voilà, il y a aussi le fait de traiter les invendus, c'est-à-dire beaucoup de boulangeries dont madame travaille entre autres, où tout ce qui reste, il faut que ça ait une seconde vie. C'est-à-dire ça va partir pour faire de la bière, ça va partir aux animaux, ça va être donné à des associations de gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est ce qui est fait tous les jours dans une boulangerie. C'est regarder éteindre le four ou l'allumer à la bonne heure, pas 3 heures avant, puisque c'est très énergivore, une boulangerie. Ça va être le fait de regarder si les joints de réfrigérateur sont bien faits de façon à économie d'énergie. Donc c'est en fait dans une entreprise comme ça, une micro-entreprise, il y a plein de sujets qui sont faits avec lesquels on peut gagner. Et notamment l'électricité qui maintenant se discute, puisqu'avant il y avait un seul fournisseur. Donc là aujourd'hui les gens font attention. Il y a un côté économique, mais aussi un côté idéal au niveau des boulangers où j'ai été très surpris que tout le monde essaie justement d'économiser les hommes, les produits et la planète. C'est vrai, à force d'en entendre parler, on se disait c'est juste un outil de marketing, des éléments de langage. Et quand on vous écoute, il y a des implications concrètes pour cette RSE. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Donc il y a le boulanger a des choses à faire en interne. Donc comme je disais, électricité, produits, etc. Mais aussi, on a quand même 12 millions de clients chaque jour, donc on a aussi un intérêt de communication sur cette RSE. C'est-à-dire on peut être un très beau support pour communiquer des bonnes manières. Alors, Dominique Enrac a vécu à Phoenix. La transition est toute trouvée. Pour parler de Phoenix, nous sommes avec Amélie Dumont, directrice du B2B chez Phoenix. Vous allez nous dire, Amélie, bonjour, dans quelques instants, qu'est-ce que ça recouvre. Mais c'est vrai que je dis quelques lignes de votre parcours très riche. Vous avez travaillé chez Christie's, chez Drouot. Vous avez donné de la valeur aux objets toute votre vie. Et là, vous dites, mais la valeur, elle est plus large que ça. La responsabilité sociale des entreprises, c'est avoir une conception de la valeur au sens large. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette approche ? Oui, bonjour. Et Phoenix, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai, je vous ai donné 2 questions en même temps. On va commencer par le début. Les contours de votre société, s'il vous plaît. Oui, alors Phoenix, c'est une bébé entreprise par rapport aux grandes dames qui sont autour de la table. On a 7 ans d'existence. Phoenix, c'est une start-up à impact, la start-up française qui cherche à bâtir un monde sans gaspillage. Donc, on travaille avec tous les acteurs du secteur agroalimentaire pour les aider à trouver des solutions pour moins gaspiller, notamment les produits finis. Et on est très fiers d'accompagner quelques milliers de commerçants, des boulangeries, des primeurs, des supermarchés, qui, à la fin de la journée, ils ont encore des produits sur les bras et ils cherchent des solutions pour ne pas les jeter. Donc, vous aidez les marques. Vous avez travaillé chez Coca-Cola précédemment, donc une marque importante, vous savez ce que c'est. Vous les aidez à créer de la valeur ? Oui, parce que la valeur, comme vous le disiez, ça recoupe des réalités
différente et complexe. La valeur, c'est pas seulement la valeur économique. Bien sûr, la valeur économique, c'est important. Mais la valeur d'un produit alimentaire, par exemple, c'est tout le travail qu'il y a en amont du producteur, de l'agriculteur, des gens qui vont acheminer ce produit alimentaire vers des supermarchés. Et puis ensuite, ce produit se retrouve dans les frigos des uns et des autres. Donc, il y a une vraie valeur sociétale, environnementale, humaine derrière chaque produit alimentaire. Et c'est une valeur qu'on a eu tendance à oublier. Parce qu'aujourd'hui, 1/3 de cette production alimentaire, elle est jetée, alors qu'elle est consommable. Ça, c'est un scandale. Une partie absolu. de ce qu'on produit est produit pour rien, en fait. Pour rien. Et puis en plus, ça a un coût, la destruction. Ouais. Et donc, la mission de Phénix, c'est de redonner, de reconnaître cette valeur sur ces produits alimentaires et finalement de faire en sorte que ces produits, ils atterrissent là où ils ont eu toujours vocation d'atterrir, quoi. C'est-à-dire être consommés par vous et moi. Donc nous, on fait en sorte que ces produits invendus, soit ils arrivent chez les associations, donc des associations qui accompagnent les familles les plus démunies d'aide alimentaire, soit qu'ils soient achetés à petit prix sur une application accessible à tous. Quand on parle anti-gaspillage, vous retrouvez vos mots, Emmanuel Gagnez? Beaucoup. Je pense que de la même façon qu'on doit se préoccuper de ce que deviennent des produits qui, eux, sont périssables par nature, alimentaires, même dans des produits industriels, se poser la question de comment ce produit termine sa vie. Est-ce qu'on peut lui donner une deuxième vie? Est-ce qu'on peut le prolonger sa vie? Ou si on ne peut plus le faire, comment est-ce qu'on s'arrange pour que les matériaux qui le composent puissent être recyclés? Et ça veut dire que c'est un coût dans la conception, puisque vous devez passer un petit peu plus de temps pour être certain que vous saurez séparer des éléments pour leur donner la capacité d'être recyclés. Si tout est mélangé, vous ne pouvez pas le recycler. Si vous avez des choses qui sont, on va dire, démontables, vous pouvez non seulement réparer les pièces défectueuses, mais vous pouvez aussi ensuite recycler celles que vous n'utiliserez plus. Quand on vous entend les uns les autres, on a l'impression que d'une démarche très vertueuse, on va penser effectivement à protéger la planète, ses salariés. Mais une entreprise, vous avez des actionnaires, vous avez des objectifs. Comment ça se passe chez Phénix? Vous dites que c'est une structure à impact et une structure fort profit. Alors comment il faut le comprendre? Alors, c'est vrai qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire qu'on est une entreprise. Phénix, ce n'est pas une association. On a des objectifs à atteindre, vous avez raison. Et la façon dont on regarde ces objectifs chez Phénix, c'est 2 catégories d'objectifs. C'est à la fois des objectifs classiques de revenus. On est encore en croissance, donc on se préoccupe plus du revenu encore que du bas de ligne, du PNL. On a beaucoup de chance pour ça. Mais c'est aussi des objectifs d'impact. Donc typiquement, nous, dans les KPIs, les Key Performance Indicators qu'on regarde, c'est aussi le nombre de repas sauvés tous les jours. Aujourd'hui, on sauve 120 000 repas par jour et on est très fiers de ça. Et on a l'ambition d'accélérer beaucoup sur ces chiffres-là. Quand on parle d'inclusion, vous dites je suis dans une entreprise inclusive et je veux faire en sorte que les gens travaillent les uns avec les autres. C'est les partenaires, les fournisseurs, les clients. On n'est pas dans le jugement. Donc finalement, c'est pas toujours changer le four pour qu'il soit pour une meilleure efficacité énergétique et c'est important, on l'a compris. C'est peut-être juste du relationnel, mais alors comment on organise ça? Vous voulez dire au sein de l'entreprise? Oui, vous dites la RSE, c'est créer un écosystème. Je voudrais qu'on en parle parce que pour certains, ils peuvent se dire là, moi, en ce moment, j'ai pas de trésorerie. C'est pas maintenant que je vais changer les équipements pour quelque chose. Et pourtant, il y a des choses à faire dans ces relations au quotidien. Oui. Alors, déjà, nous, la façon dont on aborde ce sujet du gaspillage, c'est à la fois un enjeu économique et un enjeu RSE. Et on ne peut pas dissocier ces 2 aspects-là. Parce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'un entrepreneur, un commerçant, il ait à choisir entre sa performance économique et sa performance sociétale ou environnementale. Donc, on va essayer de faire en sorte que ces 2 objectifs soient atteignables conjointement. Et puis, on essaye de faire en sorte de faire travailler ensemble les acteurs de l'écosystème. Nous, on a vocation à travailler avec tout le monde, que c'est aussi bien des groupes comme Danone, Coca-Cola, Nestlé que les boulangeries du quartier. Alors, effectivement, on fait un peu le grand écart entre ces acteurs-là. Mais comment on arrive à faire mieux travailler des industriels avec des distributeurs? Parce que ce sujet du gaspillage, c'est un sujet de chaîne de valeur. Et plus on fait travailler ensemble les acteurs de l'écosystème, plus on a de chances de réduire vraiment ce gaspillage et de tendre vers le zéro waste.
Amélie Dumont, vous avez eu envie un jour de quitter une multinationale pour une structure à taille plus humaine. Eh bien, c'est à travers ce prisme des PME que Madame Elisabeth Lamure, ancienne sénatrice honoraire, regarde la RSE, si j'ai bien compris. Madame Elisabeth Lamure, bonjour. Merci d'être avec nous. La RSE, ça a l'air facile quand on écoute ces patrons qui disent « je suis quand même tombé dedans quand j'étais petit ». Il y a une philosophie, mais ce n'est pas qu'une philosophie, c'est également une organisation, des décisions. Eh bien, ce n'est pas facile, mais est-ce que ce n'est pas plus compliqué encore pour les PME ? Alors, vous savez, la délégation aux entreprises, dans son principe, ça a toujours été, depuis sa création, d'aller voir les entreprises chez elles. Et donc, pendant des années, toutes ces années, nous avons rencontré une multitude d'entreprises dans tous les départements français. Et on s'est aperçu à quel point elles étaient engagées. Elles étaient d'abord performantes, avec des dirigeants courageux, avec des salariés, eux aussi, qui soutenaient leur entreprise. Et ce que l'on a eu envie de faire, c'est valoriser ces PME et puis éventuellement les encourager, les accompagner. C'est pour cette raison qu'on a entamé ce travail, alors qui était avant la crise, sur justement la RSE et comment valoriser ce que font les PME. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette crise sanitaire, elle existe encore, elle perdure, mais globalement, on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que les entreprises ont été face à cette épreuve précisément engagées et responsables, non ? Parce qu'elle surtout cette éthique, bien sûr. Parce qu'elle l'était avant. Moi, j'ai entendu ce matin, je vois que M. Jourdain est très à la mode, mais c'est tout à fait vrai. Les PME font de la RSE sans le savoir, enfin, c'est-à-dire le font d'une manière très naturelle, sans s'interroger si elles doivent rentrer dans une case ou non. Donc, c'est ce qu'on a évidemment constaté. Et je vois. Alors, pourquoi des propositions ? Quand vous avez fait un rapport avec 20 propositions, il y a des choses à faire évoluer quand même. C'est quoi ? C'est du côté de l'État ? Bien sûr, pas que. C'est vrai que la première des choses, il faudrait simplifier, mais simplifier, il n'y a pas que pour l'accès RSE. Simplifier dans les entreprises, on en parle tout le temps et on n'en voit pas toujours les résultats parce qu'on est face à des dossiers qui sont complexes. La déclaration de performance financière, par exemple, obligatoire dans la RSE, est complexe, elle est coûteuse pour les entreprises. Sans arrêt s'ajoutent des nouveaux questionnaires, des nouvelles normes, des nouvelles obligations. Donc, je comprends que ça puisse rebuter les PME qui souvent sont le nez dans le guidon, ont autre chose à faire que de faire, comme on le dit depuis si longtemps, de la paperasse. Alors, c'est vrai que la crise a exacerbé ce débat sur le type de croissance souhaitable. Et puis, la pandémie a révélé la fragilité des chaînes de valeur, l'intrication étroite des entreprises entre fournisseurs et sous-traitants. Quels enseignements tirez-vous de votre rapport là-dessus ? D'abord qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour encourager les PME à aller dans le bon sens, le sens de la RSE. Pas seulement les dirigeants, mais aussi les salariés, parce que c'est pas toujours que les salariés comprennent ce qu'est la RSE, même d'ailleurs les dirigeants. Il faudrait d'abord l'expliquer. Vous savez, en France, on a une très faible culture économique, malheureusement, et souvent on dit bien qu'il faut reprendre ça à la base, qu'il faut reprendre ça à l'école. Et j'ai vu que la Banque de France a, par exemple, mis en place un dispositif qui s'appelle EducFi, c'est-à-dire éducation à la finance et à l'économie. Ça se diffuse dans les collèges. L'éducation nationale s'en est emparée. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et puis peut-être expliquer que la RSE, c'est pas seulement l'aspect environnemental. Parce que ce qu'on a souvent vu, c'est que dès qu'on en parle dans les entreprises, on nous parle des économies d'énergie, les économies de papier, etc., etc. Alors qu'en fait, il y a toutes les dimensions sociales, managériales, égalité salariale, bien-être en entreprise et même les droits humains, bien sûr, quand on est à l'international. Donc, c'est quand même assez large, la RSE. Et puis, est-ce que le comportement des actionnaires n'a pas changé aussi ? On parle de choses tout à fait légitimes, intéressantes, le dialogue social, la prise de conscience environnementale. Bon, une entreprise, ça fait des bénéfices, et quand tout va bien, on lui souhaite, elle a des dividendes.
Pendant la crise sanitaire, certaines entreprises ont décidé de limiter le versement des dividendes, de passer leur tour. Et ça n'avait pas été le cas lors de la crise de 2008. Donc, comment vous voyez ça? C'est intéressant? Alors, c'est un très, très bon éclairage. Hein. Je trouve que c'est parfaitement intéressant parce que, bien sûr, l'entreprise doit faire des profits. Il faut prendre ce mot dans sa vraie dimension. Absolument pas. Au contraire. Je dirais au contraire, parce qu'une entreprise qui irait trop vers des dépenses sociales, tout d'un coup, se trouverait confrontée à une difficulté et qui mettrait en difficulté, évidemment, tous ses salariés. Donc, il faut quand même bien garder à l'esprit que une entreprise, elle doit faire des bénéfices et elle doit aussi trouver son équilibre. Mais néanmoins, c'est vrai que la crise, pas seulement la crise, mais a bien mis l'éclairage sur cet aspect-là de l'entreprise. D'abord, on a beaucoup parlé des entreprises, et je trouve ça très bien. On a parlé du télétravail, on a parlé des entreprises qui arrêtaient leur activité, celles qui la maintenaient. Donc, c'est un bon coup de projecteur sur la vie des entreprises, et particulièrement les PME. Maintenant, pour répondre à votre question ou à votre interrogation, c'est vrai que la RSE, c'est quand même un avantage compétitif. Et ça le sera de plus en plus parce que le regard est en train de changer. Aujourd'hui, vous avez dans les jeunes générations qui entrent dans une entreprise, eh bien, le jeune va poser les questions sur quel est l'éthique de l'entreprise par rapport à tel et tel sujet dont on vient de parler. Il va y avoir des exigences. Les donneurs d'ordre ont de plus en plus d'exigences aussi. Et c'est tant mieux, si je peux dire. On parlait de dividendes il y a un instant. Parlons effectivement de notions financières. Et Emmanuel Gagnez, la RSE, est-ce que ça coûte cher? Ça a un coût chez vous? D'accord, c'est un choix, c'est un parti pris. On a compris que vous êtes engagé. Comment ça se traduit en termes financiers? Alors, d'un côté, ça coûte cher, mais ça peut rapporter beaucoup. Mais donc la question, c'est le réglage du business model, en fait. Et il y en a plein des bons business models. Il faut en choisir un et ensuite être performant ou cohérent, en fait, dans sa mise en œuvre. Je pense que c'est très important aussi de parler de la partie S de RSE. Je vois pas comment disons qu'il faut considérer que les politiques environnementales qu'on aurait envie de mettre en œuvre et de présenter à nos clients, elles sont aussi un élément d'attractivité en fait pour les salariés qui eux-mêmes, je pense, en tout cas un très grand nombre d'entre eux et de plus en plus, s'interrogent sur le sens en fait de leur travail, ce pourquoi ils travaillent et des conséquences de leurs actes. Donc moi je vois pas trop je pense que ce sont des éléments très complémentaires et donc c'est pas très difficile de les combiner. Il y a même un élément en fait vertueux. Sur la partie financière, oui bien sûr que des produits on va dire sophistiqués ou vraiment durables, peuvent coûter plus cher parce que la conception coûte plus cher, parce que vous les faites localement dans des conditions de fiscalité, de taxation, on en a un petit peu parlé, qui sont évidemment beaucoup plus onéreuses. La question qui est en train d'arriver, c'est quels sont les clients qui reconnaissent cette valeur et sont prêts à payer une partie peut-être de surprix. Donc là, on peut considérer que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait un décalage assez fort entre ce que les gens proclamaient peut-être dans les journaux sur leur site et les comportements de leur service achat. J'observe que c'est un peu en train de changer et j'espère que ça changera de plus en plus. Et puis le deuxième point qui est évidemment important, c'est que on doit mettre en valeur, et nous on va s'y atteler aussi, pour les clients sur la notion de coût total de possession et d'usage d'un produit et commencer à incorporer dans l'appréciation économique du choix la durée de vie d'usage réelle et non pas théorique et ensuite le coût de démantèlement. Et quand on sera arrivé à cette valorisation, donc à la reconnaissance du coût des externalités, à ce moment-là, je pense qu'on verra quelque chose de très simple, c'est que c'est beaucoup plus rentable. Le rapport qualité-prix à long terme est infiniment plus avantageux avec des produits Samod qu'avec beaucoup de produits peut-être moins chers au début, mais importés ou en cas sans garantie. Amélie Dumont, les comptes de résultats, vous en avez vu. Effectivement, combien ça coûte la RSE? Quelle est votre analyse là-dessus? Je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. En fait, ça dépend aussi comment est-ce qu'on mesure ce coût. Le coût immédiat, le coût qui est affiché sur l'étiquette d'un produit alimentaire, ce n'est pas le coût réel de ce produit. Donc la RSE, ça peut sembler coûter cher
immédiatement quand on regarde juste le prix facial, mais la réalité, c'est que c'est le meilleur investissement sur le long terme. C'est vrai qu'il y a des secteurs où maintenant, dans les appels d'offres, il y a cette ligne bilan carbone. Dans l'immobilier, Philippe Loiselet, est-ce qu'on se bat, c'est très concurrentiel, ça fait partie des notions, des attendus de vos clients? Est-ce que ça vient? Comment ça se passe? Le bilan carbone dans l'immobilier, peut-être dans la construction, dans le service, comme les nôtres, c'est pas quelque chose qu'on demande régulièrement. Je voudrais aborder un autre aspect du problème. Je vois sur les écrans, vivez une expérience RSE 360, et on parle jamais de la RSE, responsabilité sociétale de l'État. Et je trouve que l'État a une forte responsabilité sociétale, notamment vis-à-vis des entreprises, et qu'il faudrait arrêter de produire des lois tout le temps, et une loi qui contredit une autre loi, et on refait un décret qui reconduit, et au bout de 6 mois, on se rend compte que c'est inapplicable, et on passe des heures, des journées entières à discuter de textes dans nos métiers, dans le métier de l'immobilier, de la relation entre propriétaires, locataires, etc. C'est infernal. Et il faudra arrêter, parce que tout ça coûte très, très cher. C'est vrai que chaque gouvernement veut réformer. Je ne sais pas ce que coûte la RSE, mais... Vous n'êtes pas contre la réforme, quand même. Non, mais alors, l'État, il fait des moments, lois, on dit tous assez arrêter la réforme. Enfin, c'est pas arrêter la réforme, mais simplifier. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Lamure, votre déléguée sénatoriale? Vous savez ce que c'est le pouvoir législatif. L'État, dans ses émanations, il a des moyens, mais on comprend l'idée. Les millefeuilles, on a vu dans la Fisté ce que ça donnait. Dans l'immobilier, ils ont l'air de souffrir. Quel est le bon compromis? Pas que dans l'immobilier. Bien sûr, je pense que les entreprises en général, et à juste titre, se plaignent du poids des normes, du poids administratif. Et quand vous parlez de loi, alors oui, bien sûr, trop de lois tue la loi. On légifère beaucoup trop dans ce pays. Je le reconnais aussi pour avoir pourtant siégé dans l'hémicycle. Il y a les lois, il y a les règlements. Donc il y a souvent plus de règlements d'ailleurs que de lois. Il y a les normes européennes qui s'appliquent. Donc, on est dans cet empilement, en effet. Donc, on a fait un certain nombre de suggestions pour essayer de simplifier. Il faut quand même savoir que chaque fois qu'un texte est étudié, souvent, il part quand même d'une bonne intention, d'un bon mouvement. Voilà. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait essayer de réguler. Et il faudrait aussi, surtout, toiletter ce code absolument énorme qui fait que on a parfois des lois qui sont très anciennes, qui sont plus appliquées depuis longtemps. Donc essayons de nettoyer tout ça. Mais moi je suis depuis toujours assez pragmatique et pour la simplification et pour éviter ce poids qui pèse sur les entreprises, qui pèse aussi sur les collectivités, sur les citoyens d'ailleurs. Pas seulement... Consolation, voilà, on est tous surchargés. Emmanuel Gagnès chez Samat dans le secteur électrique de l'éclairage. J'ai tendance à penser que non seulement il y a des normes françaises, puis il y a des normes européennes. Comment vous vivez cette problématique dont on parle là? Des normes en général? Oui. Honnêtement, je ne vous réveille pas, vous suiviez un petit peu. Honnêtement, c'est un cauchemar. Honnêtement, c'est un cauchemar. Après, il y a deux choses. Il y a des normes qui sont liées au système de production, au choix collectif qu'on fait, à la fiscalité, à plein de choses. Ok, là, on est exactement dans la même situation que les autres entreprises. On aurait plutôt intérêt, effectivement, à travailler de la simplification, parce que tout le temps que vous passez à essayer de remplir des cases, c'est le temps que vous passez pas à faire des bons produits ou à aller voir vos clients. Enfin, juste assez simplement. Mais sur la partie, nous, dans notre métier des normeries, il y a une profusion de normes, et avec une tendance qui arrive, il y avait une tendance qui était à l'uniformisation des normes, enfin des standards électriques, on va dire, mais les blocs régionaux recréent des marques un peu nationales, notamment en Chine. C'est très facile pour un Chinois de pénétrer le marché européen. Il n'y a absolument aucun problème. C'est très compliqué et très coûteux pour l'entreprise européenne de vendre en Chine. Et c'est presque pareil avec les États-Unis, avec la marque UL. Donc vous devez reconcevoir tous vos produits, ce qui est un coût absolument considérable. Et est-ce que, hélas, vous dites le bon sens, c'est d'ériger également des barrières, que ce soit techniques, pour qu'il y ait une équité, une réciprocité de relations avec des pays qui, pratiquent peut-être un certain protectionnisme? Mais ils sont très bons. Ils sont plus intelligents que nous. C'est nous qui sommes naïfs et enfin bon,
voilà, je vais considérer qu'on est naïf. Voilà, et donc on n'est pas obligé de rester naïf toute notre vie. C'est-à-dire qu'on a le droit de penser. Et je pense que l'échelle européenne, de ce point de vue-là, enfin, c'est un marché absolument considérable, avec un haut degré de sophistication. Après, oui, on pourrait demander de la réciprocité. Je pense que ce serait un bon début. Bon, au moins, j'ai pas trouvé de baguette chinoise dans ma boulangerie. Il n'y a peut-être pas cette concurrence internationale. Dites-moi si je me trompe, Dominique Enrac. Oui, alors si quand même, parce que pendant un moment, il y avait des pains qui étaient surgelés, qui venaient d'étrangers, avec du blé allemand, et des pains faits en Pologne, arrivés surgelés en France. Donc là, ça a l'air de se calmer un petit peu. Mais pour en revenir à la réglementation, je vois par exemple les petites entreprises, avec la loi AGEC qui vient de tomber, on a la REP, la responsabilité élargie des entreprises, où on demande de retraiter les déchets à tous ceux qui les mettent sur le marché. Alors effectivement, pour un petit commerce, ça va être très très compliqué de peser le papier, le carton, les boîtes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des réglementations qui sont volontaires, qu'on veut pour nos petites entreprises, mais qui vont être assez compliquées à mettre en place. Est-ce que dans l'immobilier, à vous écouter, vous êtes plutôt un élève vertueux, et je sais que les membres de cette association éthique ont déjà cette prise de conscience sur la RSE, mais est-ce que vous distinguez, est-ce qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui peuvent se permettre de se moquer complètement de ces contraintes environnementales, sociales dont on parle ? Sincèrement, je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Pas de drop zoning, c'est sympa. Non, mais enfin, bon, je sais ce qui se passe chez moi. J'ai un peu plus de mal à savoir ce qui se passe chez les autres. Même si, malgré tout, j'ai une petite idée, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit nécessaire d'en parler. Bon, on parlait de l'État il y a un instant. Il y a ce plan de relance, et dans le plan de relance, un grand volet quand même sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, on a un petit peu tapé sur l'État, et je comprends vos irritations. Est-ce que quand même, là, dans l'immobilier, il y a des choses qui vont changer de manière significative ? Certes, même si les textes qui sont produits sont... C'est pas en rapport ? Monstruosité. Non, mais enfin, c'est extrêmement compliqué. Et puis surtout, il y a une chose contre laquelle je m'élève, c'est toujours la règle du obligatoire ou interdit. C'est quand quelque chose est obligatoire, je peux parler de copropriété par exemple, les copropriétaires, quand il y a quelque chose qui est obligatoire, ils vont essayer de contourner l'obligation pour essayer d'éviter le truc. Alors que si on incite, je ne sais pas s'il y a une aide, s'il y a quelque chose, les gens vont essayer de bénéficier de l'aide ou de l'incitation. Donc je crois qu'il faut arrêter d'interdire. Je ne sais plus, c'était en 68, on dit il est interdit d'interdire. C'est vrai que ça complique tout, mais on passe dans certains cas du domaine de l'interdiction on passe de l'interdiction à l'obligation. Chose qui n'a aucun rapport avec l'immobilier. Quand le warning est arrivé sur les voitures, les cas de feu clignotants, au départ c'était interdit, ça venait des États-Unis et il était interdit d'utiliser ça. Et puis un jour on est passé de l'interdiction à c'est devenu obligatoire. Et il y a beaucoup de choses qui sont comme ça en France et qui rendent la vie des entrepreneurs très très difficile, les entrepreneurs et de leurs salariés. Enfin, c'est absolument monstrueux. Amélie Dumont, vous avez le sentiment que beaucoup d'entreprises finalement prennent ce sujet comme c'est une obligation, c'est une contrainte, parce que ça leur a été vendu comme tel, des normes, des réglementations, et où est-ce que le bas blesse finalement ? Moi, j'ai envie d'être un petit peu plus nuancée. Vous parliez tout à l'heure d'incitation. Je voudrais quand même saluer les choix qui ont été faits par le gouvernement français, notamment sur l'aide alimentaire, parce que l'incitation fiscale pour les entreprises sur le don alimentaire, c'est ce qui a permis à notre pays aussi de faire en sorte qu'on ait l'aide alimentaire la mieux organisée, en Europe et probablement dans le monde. Donc il y a quand même des domaines où je pense que quand les pouvoirs publics s'emparent d'un sujet et vont plutôt dans le sens de l'incitation, on arrive quand même à faire de grandes choses. Alors c'est très louable, mais l'assistanat, on est bon en France. Pour impulser, je sais pas. D'inciter. Oui, mais l'assistanat, c'est pas un mot qui est très, très valorisé, je trouve. Il faut savoir qu'avec le montant de tout ce qu'on gaspille aujourd'hui en termes de produits alimentaires, il suffirait de réduire d'un tiers ce gaspillage pour compenser les besoins en aide alimentaire qu'on a dans notre pays. Donc, il y a un moment, c'est juste un coup de pouce pour faire en sorte que des produits qui sont utiles à certains ne se retrouvent pas à la poubelle. Donc,
ça reste une bonne chose. Je disais, vous aviez travaillé dans des groupes américains. La sustainability, comme disent les Américains, c'est devenu un enjeu stratégique. C'est ce dont on parle, la RSE. Comment être pertinent sur les 100 années qui viennent? En fait, ce qui est intéressant, c'est pas une question pour tout de suite. On va s'en occuper pendant des années. Mais la RSE, Amélie Dumont, est-ce que c'est ça? Être pertinent, avoir le droit d'exister? Oui, moi, j'ai travaillé chez Coca-Cola, vous l'avez mentionné. Quand j'ai quitté Coca-Cola, on fêtait les 100 ans de cette marque en France. Et la question qui empêche les dirigeants de Coca-Cola de dormir la nuit, c'est comment est-ce qu'on reste pertinent sur les 100 ans qui viennent. Et c'est important d'avoir cette vision sur le long terme et de faire des choix qui vont dans ce sens-là aussi. C'est pas évident au quotidien, quand il y a des arbitrages à faire entre la performance économique immédiate et la pertinence sur les 100 ans qui viennent. Faut être courageux. Emmanuel Gagnès, dans 100 ans, je suis sûre que sa mode sera toujours là. Moi aussi, ouais, je suis sûr. Et vous aussi? Moi, c'est peu probable. Et est-ce que vous serez encore responsable socialement à ce moment-là? Dans 100 ans ça y est, notre modèle aura triomphé, bien sûr. Monsieur Loiset, est-ce que dans l'immobilier, qu'est-ce que vous appelez de vos voeux? Alors, on a bien compris que l'État a pas mal à nettoyer, à faire de son côté pour un petit peu moins de réglementation. Et est-ce qu'au quotidien, vous nous avez dit des salariés heureux? Eh bien, ça dépend beaucoup des patrons, mais tout le monde n'est pas, tous les managers n'ont pas cette affinité vers une politique sociale, de mettre ça en premier. Puis ça suffit pas, c'est pas que ça la RSE quand même. Non, c'est peut-être le fait d'être entreprise familiale qui joue beaucoup. Moi, je revendique le caractère paternaliste de ma gestion ou de mon management. Et je pense que c'est une forme de RSE. Dans la famille, dans une famille, on se préoccupe de la santé, du bien-être, de perpétuer la lignée, si je puis dire, de la famille. Et ça fonctionne, à mon avis, de la même façon. Donc, je crois que tout ça va se poursuivre. Surtout si on nous donne pas des obligations qui vont aller dans tous les sens et surtout dans le sens contraire du précédent. Une entreprise familiale libre, on comprend bien les mots-clés. Libre et innovante. Il faut innover. C'est intéressant parce que si je ne m'abuse, la société Samon aussi est issue du capitalisme familial et ça donne à penser, ça suggère effectivement que les bons élèves de la RSE sont d'abord ces entreprises parce qu'elles concilient une vision long terme et court terme en même temps. Vous êtes d'accord, Madame Lamure? Oui, je suis bien d'accord. En même temps, trop de contraintes risquent aussi de décourager les entreprises pour aller dans le sens de ce que l'on vient de dire ce matin, tous les aspects de la RSE. C'est pour ça qu'il faudrait alléger un peu, éviter, apporter un peu de souplesse et puis en tout cas installer les choses aussi dans le temps, qu'une réglementation n'arrive pas comme un coup près qui du jour au lendemain désorganise, oblige à mettre en place des process nouveaux. Il faudrait lutter contre ça à mon avis. De même que je dirais volontiers qu'il faudrait que les règles et les normes soient adaptées aux tailles des entreprises. On ne peut pas demander la même chose à un commerce, un boulanger et à une entreprise de 300 ou 500 personnes qui fait de la production. Donc ça, il me semble que ça doit être vraiment un sujet de vigilance. Mais si je puis me permettre, je pense qu'il faut aborder la RSE moins d'une façon réglementaire, parce que je pense que c'est un enjeu culturel. C'est de l'ordre de la culture et de la philosophie. Donc après, et je vois pas beaucoup de gens qui sont contre. Personne va se lever le matin en se disant je suis absolument contre le respect de l'environnement ou la destruction du capital humain. Mais donc il faut laisser peut-être un peu moins de place ou éviter que le parti réglementaire ne prenne trop de place. C'est la meilleure façon, à mon avis, d'ailleurs, de décourager et de ne pas aller dans le bon sens, et au contraire travailler à des mécanismes qui sont de l'ordre en fait du culturel et de la culture dans les entreprises. Quand on regarde les responsables de grandes institutions, et notamment la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, on le comprend, le diagnostic va dans le bon sens, semble-t-il, et vertueux, mais faire diffuser ces bons principes, ces bonnes règles, ces bonnes pratiques, ça doit être difficile quand même. Encore une fois, on parle des boulangers. Vous me disiez 35 000. C'est vraiment intéressant parce qu'ils connaissent tous les boulangers de Paris. Vous ferez le test après. Il est formidable, Dominique Enrac. Mais quand même, pour prêcher la bonne parole, si j'ose dire, comment ça se passe ? Écoutez, on a justement fait quelque chose qui s'appelle Boulanger de France.
C'est un label en fait qu'on a mis pour identifier justement des gens qui ont cette démarche volontaire au niveau de la fabrication, de la RSE, qui va en fait être un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, et aussi un peu la boulangerie vertueuse des années à venir. Donc c'est pour ça que je suis assez avec ce label Boulanger de France, ça va vraiment identifier des gens qui fabriquent, qui prennent des apprentis, qui respectent le sel, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à dispatcher cette bonne idée. Et d'ailleurs, le consommateur nous a montré qu'il était très très partant pour ça. On n'a pas encore évoqué la notion d'économie circulaire. Est-ce que dans votre industrie, si j'ose dire, dans votre métier, Dominique Enrac, c'est quelque chose qui se développe, et puis on en parlera peut-être chez Samod? Oui, tout à fait. On suit. C'est pareil encore dans le Boulanger de France. Ça fait partie du programme en fait. Concrètement, qu'est-ce qui fait de ces déchets, si j'ose dire Écoutez, on a les déchets, on a, comme je disais, les premiers, c'est ceux qu'on n'arrive pas à faire. Donc, une boulangerie, généralement, on essaie de tomber assez juste. Donc, aujourd'hui, on cuit par le pain, on le cuit jusqu'à 20h, enfin jusqu'à la fermeture, pour pas en jeter. On donne à des associations les produits. Ensuite, on a réduit tout un tas d'emballages. Alors, il y a des choses sur lesquelles, comment emporter un entremets, une tarte, ça, on peut pas demander aux gens de repartir avec à la main. Il y a des choses qui sont incontournables, mais on est en train de voir différents produits, différentes choses pour pouvoir retraiter ces déchets. Et effectivement, on a beaucoup de réussite, puisqu'avant, on s'est aperçu, par exemple, on l'a vu dans les poubelles. Et historiquement, une boulangerie dans le temps, il y avait un sac poubelle, 2-3 bricoles. Maintenant, avec le snacking, avec tous les produits un peu modernes, et tout le monde veut 2-3 sacs à emporter. Maintenant, on a des poubelles beaucoup plus importantes. Donc là, aujourd'hui, on nous demande vraiment de traiter nos déchets. Emmanuel Gagnez, quelle est votre lecture de l'économie circulaire ? Alors, pour moi, c'est un des concepts les plus intéressants et les plus excitants qui est effectivement en fait en train d'émerger. C'est encore une toute petite échelle, disons dans l'industrie de l'éclairage. Très peu de gens y sont prêts, et il se trouve qu'on a eu la chance de participer à un projet en province qui était Cradle to Cradle, qui est en fait un label qui émerge, qui permet non pas de recycler les matériaux, mais de donner un deuxième avenir, ou faire presque de l'upcycle, qui permet de donner un deuxième avenir à tous les matériaux utilisés en fait dans un bâtiment. Et donc tout le mouvement de l'architecture est traversé par toutes ces réflexions, et à mon avis, c'est une des choses les plus prometteuses qui soit. Amélie Dumont, l'économie circulaire, vous connaissez ça par cœur. Est-ce que les entreprises y viennent ? Oui. Parce que là aussi, en fait, c'est plus efficace de faire en sorte que un déchet ou un produit invendu, plutôt qu'il soit détruit, il soit l'input de quelqu'un d'autre et qu'il soit utile à quelqu'un d'autre. Il y a une hiérarchie dans la façon dont on valorise le déchet de quelqu'un. Encore une fois, nous, la priorité, c'est l'alimentation humaine. Je peux vous donner un exemple très concret. On a travaillé avec un gros acteur de l'agroalimentaire qui avait des chutes de coproduits. Donc le produit fini, pour le fabriquer, il y a des produits aussi, des matières qui ne sont pas utilisées. Et plutôt que de les détruire, ce sont des matières qui ont énormément de valeur, qui sont des produits agricoles. Ça sert d'intrant pour une autre activité qui fait en sorte que les deux parties sont gagnantes à la fois économiquement, et qui va complètement dans ce principe d'économie circulaire. Eh bien, on parlait des PME il y a un instant avec Madame Elisabeth Lamure après ce rapport et des propositions pour les PME. Mais quid d'une société qui a 165 000 salariés ? Qui est cette société ? Je vous laisse deviner. On la voit en images et en musique, comment elle décline la RSE. C'est parti.